J'avais envie de repasser deux diapositives qui sont la première à l'écran et qui montrent des petits éléments qui parlent effectivement d'un contexte. On parle d'effectifs rationalisés, on parle de profils hétérogènes, de besoins de flexibilité qu'ont les entreprises et puis de formation tout au long de la vie. Et puis si on passe à la deuxième diapositive, Bénédicte s'il vous plaît. En face de ça, on apporte une réponse qui est de dire ce qui serait bien, c'est d'avoir une formation juste, un rythme individualisé, enseigner juste ce qu'il faut, juste au moment où il le faut, et dans un temps juste nécessaire. En fait, finalement, ce qu'on retrouve dans toute dynamique industrielle, le juste à temps, ça existe depuis des années. Et en fait, ces deux diapositives, si on regarde bien, elles présentent tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, parce que Mathilde Bourda a bien dit qu'il y avait des problématiques de contexte, il y a des problématiques à libérer les gens pour la formation. On a bien vu qu'il fallait pouvoir former vite parce que le contexte évolue rapidement. Alors, ce qui en fait m'intéressait dans ces deux diapositives, figurez-vous, c'est qu'elles ont bientôt 20 ans. C'est-à-dire que la métallurgie, c'est il y a 20 ans qu'elle s'est posée cette question-là. Alors, pour la petite histoire, fin des années 90, dans le nord de la France, on avait besoin de former des ascensoristes en grande quantité. Pour ça, il fallait former des demandeurs d'emploi avec toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on est demandeur d'emploi. Quand est-ce qu'on peut rentrer en formation, combien de temps on a pour jouir de ses droits, pour être formé et mis sur le marché du travail. Comment réussir à former ces gens-là, à vite les remettre sur le marché du travail en ayant ces contraintes-là et sans pouvoir faire du coup de groupes, parce que c'était la grosse problématique, faire des groupes pour assurer une pérennité économique de l'organisme de formation qui ne peut pas former les gens, j'allais dire, en cours particulier. Et donc, fin des années 90, nos partenaires, enfin nos homologues du nord de la France, créent un dispositif qui permet en fait de faire venir les gens dans un parcours qui est relativement préparé à l'avance, standardisé, mais où les gens peuvent rentrer comme quand ils le souhaitent. Et pour optimiser les temps de parcours, on les évalue en arrivant. On fait du positionnement. Et là, on est dans les années 96-98. C'est comme ça que naissent les IFTI, finalement. De ce besoin-là, de demandeurs d'emploi, à être formés sur des métiers de l'ascensorisme. Et là, ce qui a été intéressant, c'est pour ça que je parlais de notre réseau de la métallurgie, c'est que dès 98, l'UMM se dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à prendre. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour la formation. Il ne faut pas qu'on laisse ça comme une micro-expérience qui a permis de répondre à un marché d'ascensoristes dans le nord de la France. Il faut qu'on déploie ça de manière plus large. Et tout le réseau se mobilise dès 98 pour commencer à construire de manière industrielle, puisque nous sommes industriels, des modalités de formation qui permettraient d'avoir dans nos organismes de formation une entrée-sortie permanente, et pas uniquement sur les métiers de l'ascensorisme, mais sur tous les métiers. On mobilise l'ensemble des réseaux, à l'époque à peu près 150 structures, CFA, IFP dans l'ensemble de la France, et on fait quelque chose d'assez simple, on prend les référentiels de formation à l'époque qu'on avait, sur les niveaux 5, les niveaux 4, les niveaux 3, des métiers industriels, et on les découpe par grain de savoir. Ce qu'on appelle un grain de savoir, dans notre jargon à l'époque, c'est tout simplement une petite séquence de formation de 2 heures maximum, qui est en plus standardisé. Nous sommes des industriels, donc on fonctionne, on fait du spécifique avec du standard. Donc on va créer des séquences de formation qui sont standardisées et qui mixent obligatoirement de la ressource, de l'activité et de l'évaluation. Évaluation préformative, évaluation post-formative. On engage ce travail-là et l'ensemble des cursus des métiers industriels sont découpés en petits grains de savoir entre fin des années 2000 et puis dès 2003. En 2003, on disposait d'1 million de séquences de formation standardisées, 1 million d'heures, pardon, de séquences de formation standardisées mises au pot de l'ensemble des structures. Et il faut imaginer, on est 150, je produis une séquence, mon homologue fait celle qui va derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à 150, on produit très très vite des parcours complets de formation. Et donc ça a été réellement notre force. Alors au début, on est sur des ressources très papier. On parlait de e-reading, j'ai entendu tout à l'heure, j'avais jamais entendu l'expression, mais c'était ça, du e-reading PDF, on donnait du papier. Et puis il y a eu la digitalisation qui est arrivée en même temps, puisque l'avènement de l'Internet, la naissance de tous les outils interactifs, des moyens de plus en plus performants. Et on a gardé comme ça une démarche d'amélioration continue qui fait que notre processus s'est amélioré pour pouvoir aujourd'hui donner accès à l'ensemble de ces ressources. Quand je dis aujourd'hui, c'est à peu près depuis 2005 réellement, à l'ensemble des ressources sur des plateformes et une plateforme commune à l'ensemble du réseau qui permet de pouvoir accéder à ces grains de savoir. Alors la petite particularité dans notre dispositif, c'est que ce n'est pas un accès qui est complètement ouvert, comme on l'a entendu beaucoup, sur du partage d'informations, sur de la lecture d'articles ou de choses comme ça. L'apprenant, lui, il accède à des contenus de formation que nous lui mettons en ligne. Donc on le positionne au démarrage, à la fois sur ce qu'il maîtrise par rapport à l'objectif recherché dans sa formation, mais aussi on les positionne sur ses aptitudes à apprendre grâce à notre CEPFI. On a un centre d'évaluation des potentiels à se former qui permet de
pouvoir identifier si l'apprenant a un potentiel d'apprentissage plutôt centré sur l'écrit, sur la pratique, plutôt centré sur l'écoute, sur la lecture, etc. Ce qui va nous permettre du coup de jouer dans notre ressource avec les différentes matières qui sont mises à disposition. Et c'est le formateur qui, après ce positionnement, fait une préconisation, et une préconisation aussi sur la durée, puisque en agrémentant un ensemble de grains de savoir pour compiler un parcours de formation, forcément on va donner un temps en face, mais un temps qui peut être pondéré justement par l'évaluation qu'on a fait au démarrage sur la capacité d'absorption absorbée de notre candidat. C'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout à cheval sur une durée de formation qui peut être de 2 heures pour certains et qui va peut-être être de 7 heures pour d'autres. Et on a des cursus de formation qui se font aujourd'hui grâce aux IFTI, qui vont de 1 journée à 200 jours. Suivant ce qu'on vit, suivant le profil du candidat, on a vraiment une grosse variation, une grosse variabilité de nos parcours de formation. Alors pourquoi on a appelé ça ILO? Quand même dans le titre, il y a ILO de formation technique individualisée. L'idée c'est que l'apprenant, il est devant lui tout pour faire et pour travailler. Lorsqu'on fait de la formation industrielle, la difficulté, c'est qu'on est obligé d'avoir du matériel si on veut développer du savoir-faire. Vous formez un technicien en maintenance, vous formez un technicien en électricité, il faut bien qu'il pratique l'électricité. Il ne peut pas apprendre ça sur un ordinateur uniquement. On sait bien que dans l'entreprise, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas arrêter la production, on ne peut pas mettre des machines en panne, on ne peut pas laisser du matériel à disposition pour faire de la formation. Donc c'est de fait pour nous, dès le démarrage, des actions de formation qui se font en blended learning. On a rarement des actions de formation qui se font de manière déportée dans l'entreprise, même si ça arrive. Il faut savoir que quand même, on investit en matériel industriel entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an, ce qui est 10% de notre chiffre d'affaires. Donc il faut pouvoir aussi imaginer les matériels qui vont en face. C'est difficile à vous le montrer dans une salle, mais ça va de bandes de câblage à des machines de production, à des machines d'usinage. Je n'ai pas précisé que tous nos métiers sont découpés comme ça. La maintenance, l'électricité, la chaudronnerie, l'usinage, enfin tous les métiers industriels, l'informatique, l'électronique, ont été traités de cette manière-là. Ce qui fait qu'on a toute cette banque de données et tous les matériels qui sont normalisés pour pouvoir former nos candidats. Donc ça, aujourd'hui, c'est une réelle force. Alors les particularités, au-delà de faire du parcours individualisé, on a entendu pas mal de témoignages sur le parcours individualisé. La particularité pour nous, c'est que c'est un vrai système d'entrée-sortie permanente dans lequel le formateur a effectivement changé de rôle. Il a bien sûr changé de rôle dans sa posture d'animateur, puisqu'il ne peut plus faire cours face à un groupe d'apprenants, puisque par définition, le groupe d'apprenants est forcément hétérogène quand il est face au formateur. On va retrouver dans un seul et même espace des gens qui sont sur des niveaux et sur des technologies qui peuvent être très différentes. Par exemple, en usinage, on peut avoir un stagiaire qui est en train de faire de l'usinage conventionnel, un autre qui est en train d'apprendre à lire du dessin industriel, et puis un autre qui programme une machine à commande numérique. Et donc le formateur doit s'occuper de tout le monde. Alors ça s'appuie sur le e-learning, ça s'appuie sur son animation. Donc il a effectivement changé de posture. Mais ça, c'est assez vrai dans toutes les nouvelles modalités de formation. Ce qui a aussi particulièrement changé pour nous, c'est que le formateur, il est en charge de sa rentabilité économique. On ne lui impose pas de prendre ou de ne pas prendre tel et tel stagiaire à telle et telle journée. Il sait qu'à l'année, il doit pouvoir produire tant d'heures stagiaires. À lui de savoir si un jour il peut en encadrer 4, un autre jour il peut en encadrer 8. À lui de nous dire, je peux positionner les dates à tels endroits. C'est évident que quand on a quelqu'un qui est depuis longtemps dans un parcours et un peu expérimenté et qu'on a un nouveau qui arrive, on doit répartir différemment l'accompagnement qu'on met pour chacun des stagiaires. Lorsqu'on a des personnes qui, par le phénomène un petit peu d'alignement du hasard, fait qu'on a plusieurs personnes sur une seule et même technologie, on peut peut-être plus facilement avoir 8 personnes parce qu'ils font tous des sujets communs que d'en avoir 4 quand on est sur 4 personnes qui font des choses différentes. Et donc le formateur est complètement maître à la fois de la proposition du parcours de formation, à la fois de la planification du parcours de formation. Alors ce qui est intéressant pour l'entreprise dans ce genre de dispositif, c'est que, étant vraiment dans un système individualisé, l'apprenant qui s'absenterait, qui ne pourrait pas venir en formation, qui serait rappelé par l'entreprise ou qui serait malade, le moment où il s'est arrêté, le mardi soir, s'il ne se présente pas le lendemain pour X raisons, eh bien, le parcours s'est arrêté et il pourra reprendre le parcours là où il en était quand il reviendra nous voir, sans refacturation à l'entreprise. Donc la journée n'est pas facturée, elle sera refacturée quand le client se présentera. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut quasiment les faire rentrer du jour au lendemain en formation en fonction des contraintes qu'on a de production ce jour-là. Mais on a très souvent des entreprises qui nous disent lundi prochain, est-ce que vous pouvez recevoir un candidat ?
Tout à l'heure, le monsieur est parti, il parlait des petites entreprises. Nous, notre portefeuille client, c'est 60% de PME et de TPE, qui parfois n'ont pas forcément la lisibilité sur est-ce que la semaine prochaine, mon salarié sera disponible ou pas. Est-ce que je pourrais l'envoyer en formation ou est-ce que j'aurais vraiment besoin qu'il soit dans les locaux de production. Et ça nous permet, si vous voulez, avec ce dispositif-là, de pouvoir répondre à cette réactivité, à ce besoin de réactivité qu'ont l'entreprise, de dire, tiens, dès lundi, j'ai besoin que mon salarié soit en formation. On peut aussi l'avoir avec les grands groupes ou avec les entreprises du travail temporaire. Par exemple, les entreprises du travail temporaire aiment bien utiliser nos plateformes pour faire des formations réglementaires en habilitation électrique. J'ai un contrat pour un intérimaire, il doit commencer lundi prochain, on est mercredi, est-ce que vous pouvez le prendre jeudi, vendredi en formation pour qu'il soit habilité dès lundi. Voilà, donc ce dispositif fonctionne. Il a quand même quelques limites. Il faut quand même qu'on regarde de ce côté-là. La limite première, c'est que parfois l'apprenant dans ce dispositif-là ne s'y retrouve pas bien. Il y a un schéma qui est quand même bien ancré dans la tête de chacun, qui est je vais en formation, donc il y aura un prof, il y aura un tableau, il y aura des tables, et je vais rester passif pendant un moment. Et parfois, le choc d'arriver dans une situation où on va les mettre en activité, où on va être obligé de se responsabiliser sur la conduite et le rythme d'avancée de leur formation, fait qu'il peut y avoir un petit peu de résistance. Alors, on avait fait quelques statistiques, c'est en gros 3-4% des personnes qui ont des difficultés vraiment à se plonger dans ce genre de dispositif, même avec le formateur qui, ayant détecté cela, essaye d'accompagner plus. Il y a quand même parfois vraiment des points de blocage. Ça reste assez rare, mais ça arrive quand même. Une autre forme de limite aussi, c'est qu'il y a la problématique du transfert du savoir ensuite sur une situation réelle. Donc l'apprenant développe beaucoup de savoir-faire en pratiquant, parce que vous l'avez compris, dans cette logique-là, il y a très peu finalement de ressources très théoriques, mais beaucoup de pratiques. Et dans l'ILO, il y a tous les moyens pour faire et pour vraiment mettre en œuvre ce que l'on apprend. Souvent, l'entreprise nous dit maintenant, ça ne suffit plus parce que nous, on veut que ce qu'il a appris chez vous, ils viennent le mettre en œuvre chez nous, sur une machine qui n'est pas tout à fait la même, une installation qui est un peu différente. Et donc là, on a souvent des créations d'une journée d'accompagnement, de formation sur place, où notre formateur-là, lui, doit essayer d'accompagner, ou même pas essayer, il ne fera que réussir, d'accompagner l'apprenant à transférer l'acquis dans cette formation individuelle vers la réalisation concrète en entreprise. Je finis juste, j'ai fini. Je suis beaucoup plus bavard d'habitude, vous savez, j'ai fait des efforts pour vous, Bénédicte. Parce que je pourrais en parler toute la journée. Voilà. Je termine là-dessus. Voilà. Donc un dispositif qui marche, qui ne pose pas de problème pour tout ce qui est financement, puisque comme on fait un positionnement, il y a un programme de formation pour l'individu, donc pour l'OPCA qui financerait la formation, et il y a très clairement le public, l'objectif, le contenu. Enfin, là, vraiment, c'est transparent pour le financeur. Et ça permet effectivement de conduire à tout type de certification, puisqu'on a eu des gens sur ces dispositifs-là qui ont passé des titres, des CQP ou des diplômes. Et la nouvelle et dernière chose que je dirais là-dessus, la nouvelle chose qui se passe à la FORP, depuis un an, on est parti sur une démarche qui s'appelle la FORP Emploi Compétences, qui vise à complètement décloisonner tous les savoirs, y compris sur l'apprentissage, permettant en fait à nos apprenants d'être dans des situations d'activité qui sont soit sur des activités qui sont mises à disposition et l'apprenant choisit l'ordre par lequel il va conduire les activités et arriver à son apprentissage, et des moments où il est en projet, justement, pour tout ce qu'on a vu tout à l'heure, où Mathilde expliquait l'apprentissage informel, l'apprentissage fortuit, la relation collective. Dans le projet, on arrive du coup à apprendre et à voir tous ces phénomènes-là qui se produisent. Merci.